Boris Cyrulnik, Sarah et Brit, deux survivantes qui disent être toujours ou se sentir toujours coupables d'être en vie. Elle peut s'arrêter, cette culpabilité, ou alors elle risque de durer toute leur vie? Alors, elle peut s'arrêter quand on la transcende. Ça veut dire que la plupart des blessés après un traumatisme, que j'appelle les blessés de l'âme pour les différencier des blessés du corps, généralement, ils font quelque chose de leur blessure. C'est-à-dire qu'ils deviennent spécialistes de la blessure. C'est-à-dire, ou bien ils deviennent spécialistes des appareils, prothèses s'ils ont perdu une jambe, ou bien ils deviennent psychologues s'ils ont perdu un être cher et s'ils ont besoin de comprendre pourquoi un tel malheur est arrivé. Et dès l'instant où ils cherchent à comprendre, ils reprennent possession du monde intime, ils travaillent, ils font quelque chose de leur blessure. Ce n'est pas suffisant de vivre avec sa blessure, il faut en plus en faire quelque chose de constructif. Et là, on se remet à être heureux, mais bien sûr, on n'oublie pas le malheur, on n'oublie pas la blessure. En faire quelque chose de cette blessure, c'est par exemple le cas de Sarah, qui chante chaque 13 mars pour ses copains disparus. Exactement. Je pense que dans tous les rituels du deuil, on a besoin de chanter. Toutes les cultures inventent des chants quand on a porté quelqu'un qu'on aime encore et qu'on l'a porté en terre. On chante pour s'élever, pour être plus près du ciel, et on en parle. Donc ça symbolise tout à fait la démarche du rituel du deuil. Si on compare Brit et Sarah, à supposer qu'on puisse comparer ces deux adolescentes, mais l'une a vu ce qui s'est passé dans le bus, l'autre dormait. Celle qui a tout vu semble moins digérer l'événement ou le traumatisme. Est-ce que c'est logique? C'est pas la règle. Même, il n'est pas rare du tout que celui qui n'a pas vu le traumatisme en souffre beaucoup parce qu'il l'imagine encore plus que celui qui l'a vu. Alors, le syndrome traumatique, c'est imprégné dans notre cerveau et on souffre d'une mémoire. Mais certains restent prisonniers de cette mémoire, ils voient toujours les mêmes images, ils voient toujours l'horreur, ils n'arrivent pas à s'en dégager. Alors que d'autres, au contraire, s'en dégagent par l'écriture, le chant. Autre personne qui souffre dans cette troisième partie, c'est Olga, qui a besoin de tout savoir de la cause de l'accident pour pouvoir faire son deuil. Alors, il y a deux formes un mécanisme de défense. Le plus classique, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est le déni. Je ne veux pas savoir, je verrai plus tard. Ils sont morts, je verrai plus tard. Plus tard, c'est toujours plus tard. Donc on peut dénier pendant un certain temps, mais pas toute notre vie. Et d'autres, au contraire, qui, pour reprendre possession de leur monde intime, ont besoin de comprendre tout. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un coupable? Comment on peut faire pour se remettre à vivre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait? Et ces gens-là ont besoin de tout contrôler pour se sentir bien. Dans notre enquête, nous avons rencontré donc Sarah et Brit, deux survivantes, et une troisième, Andrea, qui était d'accord de parler avec nous, mais hors caméra, parce que pas encore prête à témoigner. Alors, il faut respecter le temps du déni, parce qu'il y a un moment où on ne supporte pas la douleur. Mais on ne peut pas passer sa vie dans le déni. Il y a bien un moment où il faudra affronter. Mais les gens, les blessés, à ce moment-là, auront été réconfortés. Et plus tard, ils auront la force et même ils auront besoin de parler de ce qui leur est arrivé. Boris Cyrulnik, merci d'avoir participé à cette édition des coulisses de l'événement.